Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur ce 10e webinaire organisé par le réseau TRIZ autour de la thématique de l'adaptation. Je rappelle que le réseau TRIZ est un réseau d'experts sur quantité de domaines qui se rattachent d'une manière ou d'une autre au sujet de transition et de grandes transformations que nous vivons aujourd'hui. Ce webinaire est consacré à un sujet très important pour nous tous et nos concitoyens, qui est le sujet de l'immobilier. Le sujet de l'immobilier qui évidemment est en lien avec les questions climatiques parce que c'est un secteur qui est très émetteur de gaz à effet de serre, mais c'est également un secteur qui est très impacté par le dérèglement climatique. Donc les questions d'adaptation que nous avons à traiter aujourd'hui sont des questions qui se posent à la fois sur l'adaptation des bâtiments existants au dérèglement climatique pour être le moins émetteur possible, de création des nouveaux bâtiments pour être aussi économe que possible et pour être aussi résilient que possible pour les années qui viennent. Et par-delà tout cela, le concept d'adaptation du bâtiment au dérèglement climatique qui implique toute une série de transformations. Nous avons d'excellents experts pour nous parler de tout cela ce matin. Alexandre Lamy, qui est expert en géologie, en géotechnique et en environnement. Laurent Leprévost, qui est le président de ICH Business et expert en évaluation environnementale, et Olivier Meige, président de RQR et qui est spécialisé dans l'immobilier durable. Voilà. Donc, nous allons commencer par passer la parole à Alexandre Lamy. Je terminerai simplement en disant que Monsieur Lamy et Monsieur Meige sont membres du réseau et que nous sommes très heureux d'inviter aujourd'hui Monsieur Leprévost. Voilà, Alexandre Lamy, vous avez la parole. Merci Corinne. Bonjour à toutes et à tous. Donc le sujet dont je vais vous entretenir concerne les impacts climatiques sur les constructions existantes. Alors pour resituer le cadre de ce que je vais vous dire, je vais faire quelques rappels rapides pour donner un peu l'ampleur on va dire, de l'évolution et des sujets qui se présentent à nous. Vous avez là devant les yeux l'évolution des températures moyennes en France avec un graphique qui c'est un graphique qui est sur ce Météo France que j'ai complété sur les 4 dernières années, et vous voyez que en termes de température moyenne, on est en croissance régulière. Bon, c'est connu, mais quand on l'a sous les yeux, on voit que les choses sont vraiment ont pris une ampleur méconnue jusqu'à maintenant. Alors, j'attire votre attention sur une chose, c'est que la courbe moyenne que vous voyez dessinée en orange commence à s'infléchir entre les années 80 et 90. Il se trouve que dans nos métiers de la géologie, de la géotechnique, ces années-là sont marquées par le début des catastrophes naturelles sécheresse sur les pavillons. À cette époque-là, on ne parle pas de changement climatique, en tout cas dans nos métiers, même si certaines personnes sont déjà éveillées à ces sujets-là, ils ne sont pas médiatiques, ils ne sont pas connus. Mais on est déjà mobilisé sur ces sujets. Ce qui fait que le métier que j'exerce, enfin la profession dans laquelle j'exerce, a déjà été sensibilisé, et on a vu se développer des programmes de recherche assez importants sur les comment, les pourquoi, les réparations, etc. Bon, à l'échelle globale, évidemment, un petit graphique qui montre pourquoi on décale la courbe des températures moyennes vers le haut, et donc on a un nombre de jours plus important de chaleur et de dessiccation. Sans oublier que à ces modifications climatiques, on impacte le cycle de l'eau, et donc on a des concentrations de précipitations qui sont importantes, qui succèdent à des longues étapes de sécheresse.
Évidemment, cette chaleur a des effets sur les masses de glace, calottes glaciaires et glaciers. Et vous voyez ici l'évolution depuis les années 90, l'évolution du niveau marin. On est à 8 cm en une petite vingtaine, enfin une grosse vingtaine d'années. Voilà pour les généralités, on va dire. Les pathologies actuelles et à venir. 4 grands types de pathologies. Les effets sur les inondations, donc en zone terrestre et en rivage. La sécheresse, je vous en ai déjà parlé. Les effets du vent, donc avec les tempêtes sur les masses d'eau, les tornades, et la montée du niveau marin et les modifications de houle. Alors pourquoi je parle des modifications de houle? Vous verrez plus tard que, dans l'exposé que c'est l'effet de houle qui va impacter pour beaucoup les érosions marines. Un schéma pour montrer en quoi un ouvrage est interactif avec ce qui se passe autour et les modifications climatiques. Avec une augmentation de la chaleur, on a des augmentations d'évaporation, des précipitations, bien évidemment des variations de niveau d'eau souterraine, modification des impacts de pente, éventuellement lorsque les ouvrages sont à proximité de zones pentues, la stabilité de ces pentes. Bon, je passe rapidement, mais vous voyez que les flèches qui partent dans tous les sens montrent qu'un ouvrage, en fait, est en interaction complète avec son milieu et que toute modification du milieu va avoir un impact sur cet ouvrage. Et évidemment, tous les ouvrages sont concernés. Quand je dis tous les ouvrages, évidemment, on parle aujourd'hui des constructions, mais pour ce qui est des ouvrages anthropiques, les ouvrages linéaires, les routes, les voies ferrées, sont concernés aussi les ouvrages de génie civil, les ponts, puisqu'ils sont à proximité des rivières, les ouvrages de soutènement, notamment en zone marine ou en zone bordière. Les conséquences, donc des fissurations, des pertes d'alimentation sur les captages, ça aussi c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas encore complètement bien intégré dans la gestion des ressources en eau, mais on commence à en entendre parler. Vous avez tous entendu parler des effets de la sécheresse l'année dernière qui a occasionné une centaine de communes en déficit total d'alimentation en eau potable et qu'il a fallu réapprovisionner par camion citerne. Les impacts économiques, bien évidemment, des impacts migratoires qu'on connaît déjà, mais dont on sait que ça va être compliqué de les gérer, des impacts humains, évidemment, santé, affections respiratoires, etc. Je passe. Donc, l'environnement des ouvrages qui sont concernés, c'est le sol et le sous-sol. Les eaux de surface, je passe rapidement parce que c'est nombreux à intervenir, donc je ne vais pas détailler. Les eaux souterraines salées, douces et le biseau d'eau salée. Les modifications de niveau d'eau, bien évidemment, peuvent modifier la géométrie des biseaux d'eau salée en zone bordière, en zone côtière. Ça peut avoir des effets sur l'alimentation de certains captages de villes côtières. Les effets du vent, et puis les modifications de végétation. Alors, les modifications de végétation peuvent être doubles. Il peut y avoir un effet sur suppression de végétation et provocation de glissement ou d'érosion de pente, mais il peut y avoir aussi des impacts directs, puisque les végétations hydrophiles vont se retrouver en déficit et vont aller chercher sous les habitations qui sont mieux protégées et plus humides, ils vont aller chercher de l'eau et déformer les habitations ou les ouvrages qui seront concernés. Modification des cycles thermiques, modification des cycles hydriques, augmentation des amplitudes de tempêtes, de cyclones, modification des fronts marins, j'en ai déjà un peu parlé, modification des stabilités de pente, érosion de tout type, mécanique, cryoclastique, éolienne, hydraulique. Et des modifications comportementales liées à l'artificialisation des sols, donc le défrichage, l'imperméabilisation, tout ce qui va avoir un effet sur la modification des surfaces va modifier les écoulements, modifier les évaporations, puisque le sol est soumis à une évaporation sur une tranche qui peut varier de 1 à 4 mètres d'épaisseur.
Quelques illustrations rapides pour montrer en quoi la montée du niveau marin, notamment en zone côtière, va être impactante. Voilà à l'échelle de 1100 ce que donneraient les zones envahies dans la région Nantes-Noirmoutier. Vous voyez que la mer gagne notamment sur des zones qui peuvent faire plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. Le marais de Poitevin serait complètement envahi, évidemment. L'île d'Oléron elle-même. La région de Bordeaux. La ville de Bordeaux serait touchée en partie. Montpellier. Voilà. Quelques illustrations sur la sécheresse et ce qu'on appelle la fatigue des sols, c'est-à-dire que le fait d'avoir des cycles de sécheresse et de réhydratation diminue la qualité mécanique des sols. Et donc voici des cartes qui ont été établies par France Assurance sur les impacts sur les sols de retrait argileux. Vous voyez que on est sur des surfaces, rien que sur notre territoire, qui sont extrêmement importantes. 3,3 millions de maisons individuelles qui seraient concernées par le risque de retrait-gonflement des actifs, des argiles, pardon. Un graphique qui place l'amplitude et des sécheresses. Et vous voyez que plus on va vers la droite et vers le bas, plus les sécheresses sont importantes. Et malheureusement, ce graphique est cohérent avec le premier que je vous avais montré, c'est-à-dire une augmentation des températures, donc une augmentation des évaporations et de la diminution des précipitations de manière générale. Voilà, illustration de quelques cas, ça se présente de cette manière-là. Voici une villa fissurée dans son angle sud-est. Évidemment, ont été entraînées les canalisations d'eau usée qui ont rompu et qui ont continué à modifier de manière anthropique les cycles, puisque non seulement il y avait des sécheresses, mais pendant ces sécheresses, l'utilisation d'une canalisation cassée venait encore perturber le comportement de cette villa. Quelques exemples d'érosion marine. Ça, c'est en Méditerranée. Il y a un soutènement ancien qui a été sapé à la base et qui s'est effondré. On voit ici l'érosion de ce soutènement dans des zones encore un peu indemnes. Voilà ce qui se passe au-dessus du soutènement lorsque le soutènement tient, mais que la mer contourne par-dessous les fondations du mur qui le tient. C'est ce qu'on appelle un fontis. Voilà, en quelques chiffres, 27% des côtes sont en régression. Il faut savoir que ces régressions atteignent à certains endroits de la côte française plus de 3 mètres par rapport à 1930. Donc on a des traits de côte qui ont reculé jusqu'à 3 mètres, 3,50 mètres depuis 1930. Et évidemment, c'est encore en progression. Dans les impacts météorologiques, des glissements de terrain monumentaux. Là, on est sur un glissement de terrain qui fait entre 3 et 4 millions de mètres cubes dans les Alpes du Sud. Voilà, ça prend cette forme-là avec des fissures qui infiltrent les eaux. Voilà, j'ai essayé de balayer rapidement ce qui se passe dans notre métier de la géotechnique et d'une manière générale sur les ouvrages qui sont soumis à ces modifications climatiques. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci. Est-ce que Olivier Mèche nous a rejoint? Il m'a dit qu'il était connecté avec l'audio. Monsieur Mèche, vous nous entendez? Monsieur Mèche? On n'entend pas. Non. Bon, essayez de régler le problème et on va passer la parole à Laurent Le Prévost. Merci Corinne. Bonjour à tous. Merci de m'avoir associé donc à ce webinaire qui ne va pas toujours de soi puisque vous savez qu'il est toujours compliqué de concilier et l'immobilier et les aspects bâtimentaires et environnementaux. Donc effectivement, moi je préside l'association ICH Business Club
comment dirais-je, et nous intervenons d'ailleurs régulièrement avec le cabinet Huglot-Lepage sur ces questions. Juste une petite précision, moi je suis expert en évaluation immobilière, pas environnementale, et je salue d'ailleurs mes amis du groupe Finaca et de la société Evalium, parce que dans l'évaluation immobilière, il est tout à fait clé et majeur, et Alexandre Lamy vient de le démontrer, qu'il faut intégrer tous ces paramètres climatiques, géologiques, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je voulais un petit peu faire de la vulgarisation, puis après vous expliquer à quel point on se trouve de l'investissement immobilier. Vous savez que depuis à peu près 30 ou 40 ans, on a eu un glissement en immobilier, puisque donc il n'y a pas que le terrain qui glisse, il y a aussi l'immobilier. On était dans une approche patrimoniale de l'immobilier, ce qui existait dans les années 60. Les grandes entreprises françaises possédaient de magnifiques immeubles haussmanniens dans Paris, c'était leur vitrine, et puis progressivement, en externalisant leur immobilier, ces actifs, c'est comme ça qu'on les appelle, immobiliers, ont intéressé d'autres catégories de clients, parmi lesquels on trouve les investisseurs et les investisseurs professionnels. En immobilier, on a coutume de partager en deux les grandes familles d'immobilier. Il y a d'un côté l'immobilier d'exploitation, donc peut-être les locaux où se trouve Corinne ou Alexandre Lamy, encore que c'est peut-être probablement un domicile. Et puis l'investissement de placement, c'est-à-dire celui qui rapporte. Donc vous avez l'immobilier où on vit et vous avez l'immobilier à partir duquel on vit. Donc c'est deux notions différentes. À partir des années 90, vous avez eu une professionnalisation de l'immobilier et surtout une financiarisation de l'immobilier. Donc ça, je voudrais vraiment que tout le monde en ait conscience, car c'est totalement clé, c'est un point de rupture. Dans la deuxième partie des années 90, après la crise que nous avons connue, très importante, que ce soit en matière de bureaux, que ce soit en matière de logement, où on a une bulle spéculative qui s'est traduite par des baisses de prix phénoménales, eh bien, des fonds américains, nord-américains, se sont positionnés pour rafler de belles pépites parisiennes et travailler l'immeuble comme on travaille une entreprise. Donc là, pas de préoccupation majeure sur le climat, sur tous ces sujets pourtant importants. L'idée, c'est on travaille un actif immobilier, on rentabilise, on optimise, on restructure, et ça correspond à des stratégies d'investissement. Donc, vous avez différents types de stratégies d'investissement, et parmi ces stratégies, vous avez ce qu'on appelle la stratégie value-add, qui consiste à travailler la matière immobilière pour essayer de la restructurer et créer de la valeur. Donc, cette financiarisation de l'immobilier, elle est encore en marche. Vous avez, on le dit souvent dans nos webinaires, vous avez une catégorie d'investisseurs qu'on qualifie de zinzin, non pas parce qu'ils sont fous, mais parce que c'est la contraction d'investisseurs immobiliers, donc zinzin. Et ces acteurs-là représentent les SCPI, les OPCI, les foncières cotées, les compagnies d'assurance et les mutuelles. Donc, tout ce monde-là possède, alors c'est toujours difficile à l'appréhender au niveau chiffre, mais on estime qu'il y a à peu près 400-450 milliards d'euros détenus par ces acteurs. Donc ça, c'est ceux qui investissent dans l'immobilier professionnel. Donc on va y trouver bureaux, logistique, commerce, etc. Je mets de côté la partie logement. Vous avez également des grands propriétaires. Donc ça, c'est la première catégorie d'acteurs immobiliers. Donc des utilisateurs qui possèdent leurs propres biens. Et donc, on se retrouve avec des centaines de millions de mètres carrés. Et vous avez au-dessus ceux qui financent. Donc, on retrouve nos amis banquiers. Et pendant 20 ans, l'approche tant immobilière que bancaire, elle a été fondée d'une part sur la solvabilité de l'emprunteur, ça c'est quand un particulier emprunte, et d'autre part sur des ratios, sur des covenants bancaires par rapport à l'investissement. Donc en fait, on analyse le bien, mais ce bien n'est pas analysé en fonction d'un cycle de vie, il n'est pas analysé en fonction d'un aléa climatique. On a vu grâce aux cartes qui ont été présentées tout à l'heure que si il y a 20 ans, 15 ans, comment dirais-je, certains prêts
avaient dû être accordés en fonction de ces risques, il est vraisemblable qu'une très grosse partie des prêts n'aurait pas été accordés. Parce que le banquier, comme l'investisseur, partagent un point commun, c'est l'aversion au risque. Progressivement, notre monde immobilier a intégré, à partir du plan durable du bâtiment de 2010, on a commencé à intégrer, à comprendre que la partie bâtimentaire pouvait avoir un impact sur la valeur immobilière. Donc, on a eu des premières certifications, notamment les certifications HQE, mais quand vous regardiez les premières certifications HQE, vous aperceviez que les critères environnementaux n'étaient pas, comment dirais-je, très puissants et pas très contraignants. Mais disons qu'on a eu une amorce d'un début de prise de conscience que l'immeuble n'était pas que des mètres carrés, que l'immeuble conditionnait un quartier, conditionnait des utilisateurs et qu'il participait à la fabrique de la ville. Et tout le monde s'est engouffré dans le bâtiment vert avec une équation, c'est finalement, nous acceptons un surcoût de construction, donc sur la base de matériaux supposés sains, d'une conception vertueuse de l'immeuble, et ce surcoût était à l'époque pensé comme compensé par un loyer plus élevé, à charge pour le locataire, lui, de bénéficier de charges plus faibles. Ça, c'était le postulat il y a à peu près 15 ans. Ça n'a pas marché réellement parce qu'on a oublié qu'une partie de la consommation était liée à l'utilisation du locataire. Et ça, si vous n'éduquez pas votre utilisateur, si vous ne lui expliquez pas comment faire, eh bien, vous vous retrouvez avec des utilisateurs qui continuent de consommer comme ils ont toujours consommé. On s'est lancé donc dans une recherche de performance énergétique et pas une performance environnementale. Puis, chemin faisant, avec la législation qui s'est progressivement imposée à tous, on est passé d'une préoccupation énergétique à une préoccupation environnementale, et c'est là qu'on a commencé à intégrer les fameux critères ESG, que vous connaissez tous, environnement, social, gouvernance. Donc, un certain nombre de fonds d'investissement, qui donc sont des très gros collecteurs, faut comprendre que, par exemple, les SCPI en France collectent entre 8 et 10 milliards d'euros. Donc, c'est très, très important. Elles ne sont pas les seules, vous avez également d'autres acteurs. Donc, ces liquidités doivent se placer. Dans cette concurrence d'achat de biens immobiliers, on a observé au cours des 10 dernières années des poussées très fortes de prix, des taux de rendement très bas parce que les taux d'intérêt étaient très bas et parce que ce qui constitue un peu la boussole du risque pour les investisseurs, l'OAT, était également à un niveau très bas. Mais de ce fait, et Olivier Meige pourrait le confirmer, on a eu des prix qui ont été moins fondés sur la valeur des actifs, avec le sous-jacent risque bâtimentaire, etc., que par un jeu un peu d'offre et de demande, j'ose pas dire spéculatif, mais on s'est retrouvé dans cette situation. Donc on arrive à 2023 où tout d'un coup, nombre de sociétés de gestion d'actifs immobiliers ont compris qu'il fallait que leurs fonds soient ISR. Il fallait qu'ils respectent des critères ESG. Mais je pense que ce n'est pas encore satisfaisant. On est, vous savez, dans une période où on relève de nombreux cas de greenwashing. Il y a des fonds en Allemagne. Il a été question aussi là d'une émission il y a 1 mois et demi sur Cash Investigation, où une célèbre banque proposait un fonds prétendument vert, environnemental, pour capter l'épargne de particuliers, et on s'est aperçu que dans ce fonds, vous y retrouviez Total ou une boîte qui était spécialisée dans l'arrosage de terrains de golf. Donc vous voyez, on n'est pas encore sorti de cette étape. Et donc, pour l'immobilier, on travaille sur des grilles ESG, sur des plans d'amélioration, sur les déchets, sur le tri des déchets, sur l'économie circulaire, sur les éléments biosourcés, sur la politique de management, etc. etc. Mais ce n'est pas encore satisfaisant. Et là, la préoccupation
que les investisseurs ont, c'est qu'on a en fait plutôt surpayé et acheté très cher des bâtiments sans intégrer des CAPEX, sans intégrer les travaux nécessaires à la réhabilitation, la rénovation, l'amélioration, la transformation, la préservation. Et Alexandre l'a parfaitement démontré. Est-ce que ces immeubles-là, demain, vont pouvoir résister à des risques climatiques? La question, elle est là. Donc, notre enjeu, c'est qu'on a des prix qui ne correspondent pas, en réalité, à la qualité intrinsèque des bâtiments face à des risques. Par ailleurs, comme on achète haut et qu'on a des critères ESG, il faut aussi, à un moment donné, qu'on puisse répercuter auprès du locataire les coûts qui seront nécessaires à rendre vertueux tous ces immeubles. Donc là, on n'y est pas encore. Et parmi les adaptations qui sont nécessaires, on a besoin de modularité dans les bâtiments. Parce que chaque entreprise qui occupe ces locaux a besoin de transformation au gré de ses développements, etc. Et le bâti traditionnel, ancien, est plutôt contraignant de ce point de vue. C'est pour ça qu'on essaie de réfléchir à la notion de réversibilité pour avoir des gabarits d'immeubles qui puissent changer d'usage. On a eu la prédominance pendant 20 ans de l'usage tertiaire. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a 25 à 30 milliards d'euros qui sont investis en France sur l'immobilier d'entreprise jusqu'à 2020, jusqu'au Covid. L'essentiel des investissements portait sur du bureau. Donc, vous voyez, là, il n'y a pas de questionnement compliqué. Vous investissez dans le bureau, vous avez un monolocataire. Ce locataire s'engage pendant 6 ans, 9 ans, ferme à vous verser un loyer. Vous avez un très bon investissement sans risque. Là, la complication pour nous, experts, c'est de sensibiliser tous les acteurs de la chaîne aux risques que Alexandre et tant d'autres pointent du doigt. Et quand on évalue des milliards d'euros, donc c'est extrêmement important, hein, l'expert en évaluation immobilière est important parce qu'il va confirmer la valeur du patrimoine de tous ces investisseurs. Et aujourd'hui, on ne tient pas compte suffisamment de tous ces risques. C'est une hérésie. Vous parliez des retraits gonflements d'argile. On sait qu'un certain nombre de sites sont exposés et malgré tout, on ne l'intègre pas dans les valeurs d'expertise. Donc, il faut impérativement que le marché se hiérarchise moins par rapport au loyer que le bâtiment procure et moins par rapport, vous savez, vous connaissez la triptyque en immobilier, les 3 critères d'appréciation de la valeur, c'est la situation, la situation, la situation. Eh bien, ça risque de nous jouer des tours, mais à l'inverse. C'est-à-dire que si vous êtes sur des littoraux, si vous êtes sur des zones exposées, votre valeur risque de baisser. Pourquoi? Parce que votre bâtiment sera impacté et sera rendu inutilisable, inexploitable par ce risque-là. Et on en a partout sur le territoire. Donc, vous voyez, l'enjeu, on l'a dans vos préoccupations, dans nos préoccupations, mais en évaluation immobilière, on évalue des milliards et des milliards d'euros d'actifs sans tenir compte de tous ces éléments. Et dernier point, qui est plus lié à l'adaptation des bâtiments, ce qui va sécuriser demain le prix des opérations immobilières, c'est la capacité de ces immeubles à sans cesse intégrer de la mixité sociale, parce que quand vous avez des salariés qui travaillent au bureau, il y en a encore dans un mix tertiaire, vous devez leur proposer aussi dans le bâtiment une crèche associative, vous devez leur proposer peut-être des tiers-lieux, vous devez proposer à d'autres encore des activités commerciales, etc. Donc, l'adaptation du bâtiment, c'est cette capacité à pouvoir répondre à la mixité des usages et avoir des gabarits qui, en cas de retournement de marché et en cas d'aléa climatique, vont pouvoir être en quelque sorte réversibles. Voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire en termes d'évaluation. Et on plaide, nous, pour que systématiquement, dans les rapports d'expertise, on ait des données sur l'aléa d'inondation, sur les PPRI, sur les retraits gonflements, etc., pour pouvoir, comment dirais-je, coter l'immeuble aussi en fonction de ces risques-là et pas uniquement à l'aune de vente au prix au mètre carré ou au loyer. Et malheureusement, on est aujourd'hui dans la réflexion à peu près zéro de la valeur verte, qu'est le DPE. Tout le monde
comment dirais-je, a retenu que le DPE, par sa lettre, pouvait sanctionner ou non un appartement, mais en réalité, les débats sont beaucoup plus vastes. Donc, limiter la valeur verte à une approche énergétique conditionnée par le DPE, c'est le débat qu'on a, nous, face à nos clients bancaires. On explique aux banques qu'il n'est pas possible d'évaluer des actifs, et pas des moindres, hein. On a parfois de très gros actifs. Quand on parle d'un immeuble, par exemple, à La Défense, qui fait 200 000 m², je pense que tout le monde l'aura reconnu, on doit absolument connaître l'état bâtimentaire, les risques qui sont liés à ce bâtiment. Donc vous voyez, on partage en fait une cause commune, et je pense qu'en faisant prendre conscience de tous ces sujets, et surtout en faisant baisser les prix pour les immeubles qui ne cochent pas les bonnes cases. On ne peut plus acheter des nanars à prix d'or. Sinon, on ne peut pas retravailler l'actif. Vous voyez, c'est la hiérarchisation des actifs, la hiérarchisation des prix avec la contrainte ESG, avec la contrainte bâtimentaire, qui doit, comment dirais-je, faire varier les prix et revenir, on doit revenir, on a à peu près 90% de l'immobilier en France qui est obsolète, l'immobilier d'entreprise, on doit absolument reprendre pied dans les bâtiments anciens pour les restructurer, pour les améliorer, mais ça nécessite que le prix de base soit très faible. Voilà, je pourrais vous en parler évidemment beaucoup plus, hein, mais le temps qui m'est imparti est court. Mais en tout cas, c'est des enjeux. C'est extrêmement intéressant. Je peux donner une précision. Oui, à titre indicatif, les assureurs estiment que d'ici 2050, le risque sécheresse, uniquement le risque sécheresse en France, représentera 43 milliards d'euros de dépenses de travaux sur seulement le pavillonnaire. C'est énorme. C'est énorme. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on règle les conséquences, on n'est pas en amont. Mais oui, c'est la prévention. Et sachant que, compte tenu des règles ZAN et autres, on va aller beaucoup plus dans de la rénovation que dans la construction de nouveaux bâtiments, tout ce que vous venez de dire prend d'autant plus d'importance. En fait, on va pouvoir transformer du plomb en or, Corinne. On a des vieux nanars, des vieux locaux d'activité qui, en fait, rien ne se perd, tout se transforme. Hein. Et je pense qu'il faut envoyer un message aussi positif aux investisseurs en disant, vous avez énormément de locaux abandonnés, délaissés, qui n'attendent que vous pour pouvoir leur redonner vie, plutôt que d'artificialiser des sols, plutôt que de continuer l'étalement urbain, de continuer la dégradation des équilibres dans les territoires, sachant que vous avez aussi en région un grand mouvement qui se dessine. Les lignes bougent, on ne s'en aperçoit pas, nous, toujours, parce qu'on est à Paris. Mais moi qui me déplace pas mal en province, je vois qu'il y a des lignes de fracture et que les gens prennent conscience plus facilement en province qu'à Paris ou dans les grandes villes du danger qui nous menace. Mais c'est cette approche globale qui est essentielle dans toutes les décisions de notre chaîne immobilière. Merci beaucoup, Laurent. Est-ce qu'Olivier nous a rejoint, Margot? Alors, il est là. Monsieur, vous pouvez allumer votre micro, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Magnifique. Super. Ok, très bien. Je suis vraiment désolé pour les difficultés de connexion. Je suis au MIPIM, qui est une sorte de foire professionnelle de l'immobilier à Cannes. Et donc là, il y aura peut-être un petit peu de bruit de fond, pas d'inquiétude. Oui, donc moi, je vais continuer dans le sillon qu'a commencé à tracer Laurent. Concernant le fait que, l'importance de la valorisation de ces risques, tout simplement parce que la valeur, si vous voulez, c'est un peu le levier de pilotage, ce qui permet finalement de déterminer, d'influencer les comportements des investisseurs. Puisque les investisseurs, comme vous le savez, ils sont, leur objectif, c'est de créer de la valeur ou au moins de la capter. Mais on va dire que c'est plutôt les deux. Et donc le fait de pouvoir, disons, intégrer ces risques dans la valorisation des actifs, c'est quelque chose qui est fondamental pour orienter les politiques d'investissement
et toutes les actions d'amélioration au niveau des actifs. Ça permet donc, il faut être en mesure de pouvoir évaluer ces risques et d'évaluer les actifs de manière, on va dire holistique, afin de pouvoir discriminer et de pouvoir améliorer. Donc discriminer, c'est les politiques d'exclusion qui disent voilà, quand j'étais à tel risque climatique, par exemple, risque d'inondation, j'investis pas. Ou l'autre approche qui est, à mon avis, une approche plus responsable, c'est ce dont on a parlé sur l'amélioration des actifs existants, améliorer la résilience de ces actifs en prenant des dispositions de façon à ce qu'ils soient plus adaptés en fait au risque d'inondation, de vent extrême ou de niveau marin. Nous, les investisseurs investissent plutôt dans des actifs tertiaires, on va dire. Donc, il est rare de trouver des bureaux ou des centres logistiques à côté de la mer, mais bien évidemment, certains de ces actifs sont nécessairement impactés. Et donc voilà. Donc Laurent disait tout à l'heure qu'on est au niveau zéro de l'intégration de ces risques au niveau de la valorisation, ce qui est vrai aujourd'hui. Néanmoins, j'apporterai une précision, c'est qu'on a quand même aujourd'hui des outils qui existent et qui n'existaient pas il y a 5 ans, et notamment sur les outils de notation de la qualité d'un immeuble, qui bien évidemment au niveau de sa localisation prend en compte les risques liés au changement climatique. Et donc non seulement on a des cotations, donc on va dire qui sont des sortes de cotations préfinancières, c'est-à-dire qui ne sont pas exprimées en euros, mais sous forme de notes, scores ou lettres. Et on a aujourd'hui aussi maintenant la capacité, suffisamment de recul pour commencer à établir des relations formelles entre ces scores et les valeurs. Auxquelles référait tout à l'heure Laurence, les valeurs d'expertise. Et donc aujourd'hui, chez les investisseurs, il y a une prise de conscience, bien évidemment, sur de l'importance des facteurs ESG. Il y a beaucoup de communication sur la question, mais je pense que dans pas mal de cas, les investisseurs sont désireux de rentrer dans le dur, c'est-à-dire ils sont vraiment désireux d'investir dans leurs actifs de façon à améliorer leurs caractéristiques, leur résilience et leur empreinte environnementale. Et donc aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il existe des outils qui permettent de mettre en évidence la création de valeur résultant de ces investissements, et donc qui permet aux investisseurs de mettre en rapport un montant d'investissement, un montant de dépenses et une création de valeur. Et donc ce qui leur permet après de d'étayer leur thèse d'investissement. Et donc aujourd'hui, ces outils, on en est les porteurs, on en est les développeurs, les promoteurs. Ils existent à 2 niveaux. Ils existent au niveau de l'actif lui-même, l'actif de bureau, logistique, centre commercial, etc. Ils existent également au niveau de quartier, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui d'évaluer, si vous voulez, les qualités, la résilience finalement d'un quartier en fonction de la typologie de bâtiments qui s'y trouvent et de l'organisation intra-urbaine de ce quartier. Et donc le premier niveau qui est le niveau actif, donc on a développé un système de notation qui est holistique, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte ces risques, mais qui va prendre en compte également les autres aspects, puisque vous ne pouvez pas expliquer une valeur si vous n'utilisez pour caractériser un actif qu'une partie des éléments qui déterminent la valeur. Donc vous êtes vraiment obligé d'analyser l'actif sous tous ces angles. Et de pas, à mon avis, je pense que de ce point de vue-là, l'ESG en tant que tel est une sorte de piège, parce que l'ESG essaie finalement de résumer les caractéristiques ou la qualité d'un actif à une seule partie de ses composantes. Et à mon avis, à mon sens, ce sont surtout des scores ou des cotations qui sont utilisés à des fins de signal de vertu.
C'est-à-dire que voilà, on va utiliser ces éléments-là pour illustrer le fait que on a des engagements, des chartes environnementales, etc., tout en continuant finalement, en poursuivant l'activité d'investissement comme on l'a toujours fait, avec si vous voulez, une sorte de parfaite étanchéité ou de séparation d'approche en silo en fait, des aspects justement ESG et des aspects décision d'investissement. Or, il est très important de connecter les deux et les mélanger. Et donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on a lancé récemment une plateforme qui s'appelle IVDS et qui permet à la fois de faire une cotation de valeur durable des immeubles et en même temps de faire le lien entre cette cotation de valeur durable et des valeurs financières, que ce soit des valeurs locatives ou des valeurs en capital. Certains investisseurs sont, plutôt promoteurs d'ailleurs, souhaitent aller plus loin, c'est-à-dire qu'ils veulent non seulement qu'on soit en mesure de leur fournir finalement une estimation de la création de valeur associée à leurs investissements, mais en plus, ils veulent que cette création de valeur soit nette, c'est-à-dire nette des externalités qui sont associées à l'acte de construire ou à l'acte d'améliorer. Et donc, parmi les externalités, il y a des externalités, on va dire, bien entendu négatives, hein, c'est tout ce qui est pollution, émissions de déchets, ressources, etc. Et puis, il y a des externalités qui peuvent être positives. Tout à l'heure, on parlait des problèmes d'inondation. Il y a, par exemple, de plus en plus d'investisseurs qui prennent la décision de désartificialiser. Et donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à une sorte de, si vous voulez, de comptabilité dans laquelle on prend en compte à la fois la création de valeur d'usage, mais aussi entre avant et après la transformation, mais on tient compte également de tous les impacts qui ont lieu dans le processus de construire. Donc ça, c'est au niveau des assets, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on le fait également au niveau des quartiers. Et là, c'est une initiative qu'on a lancée avec la société, la foncière Citrus et la société d'asset management Nood, et là qui consiste à évaluer dans une logique développement durable triple impact. Donc triple impact, utilité économique, sociale et environnementale, qui aussi est présenté souvent en People, Planet, Profit, et qui donc a pour objectif cette fois d'évaluer aussi ça des sites entiers, des quartiers entiers, de façon à d'une part permettre également l'évaluation de la création de valeur de la transformation de ces sites qui sont en général des sites mono-usage composés d'une friche avec un centre commercial et puis des boîtes à chaussures et un parking. Donc la transformation en un quartier mixte, d'usage mixte. Et c'est aussi un système qui est destiné justement à intervenir dès la programmation pour finalement optimiser l'allocation de capital et se diriger vers des actions, des décisions d'investissement qui impactent de manière positive la valeur sur le long terme ou la valeur durable. Voilà, donc on est encore, disons, dans une période qui est relativement précoce sur ces questions de valorisation de valorisation de la transformation des actifs pour l'adaptation. Mais les outils commencent à se dessiner, et commencent à s'installer et à se disséminer dans la population des investisseurs. Et donc, je pense qu'il faut vraiment utiliser ces dimensions de valeur pour piloter. Donc, si je pense que Corinne a en tête de manière spontanée des idées de nouvelles réglementations. Et je pense que s'il y a une nouvelle réglementation qui devait intervenir, il faudrait qu'elle soit pensée de façon à agir sur les valeurs, peut-être contraindre dans la mesure du nécessaire, mais également intervenir sur la façon dont la valeur est appréhendée, de façon à induire, pas forcer, mais à induire des comportements véritablement responsables de la part des investisseurs. Merci beaucoup, Olivier. Le sujet est extrêmement vaste. On a traité vraiment très en amont, très en aval.
je dirais qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'intermédiaire, c'est-à-dire notamment de toutes les nouvelles règles qui concernent la construction avec la récupération, une construction intelligente qui permet d'envisager la déconstruction dès la construction du bâtiment. C'est des choses quand même extrêmement nouvelles. On a juste à aborder la question des matériaux. Et là, il y a des enjeux qui sont très forts, à la fois matériaux de construction, par exemple la part du bois par rapport à celle du béton, y compris des constructions de grande hauteur de bois, qui sont considérés comme des systèmes d'adaptation des règlements climatiques, mais en même temps, l'utilisation de matériaux qui vont être extrêmement satisfaisants pour la santé, par exemple. Voilà, mais on n'a pas le temps de tout traiter en une heure. Peut-être, Olivier, fermez votre micro si c'est possible, ça fait beaucoup de bruit. Merci. Margot, est-ce que nous avons des questions? Oui, première question. Alors, en droit, il existe une obligation juridique pour le propriétaire d'un ouvrage public de l'entretenir normalement. Il existe également l'article L. 2212 du Code général des collectivités territoriales, une obligation propre aux maires de prévenir par des précautions convenables les ruptures de digues. Compte tenu de ce qui a été annoncé, notamment par Alexandre Lamy, est-ce que ces obligations légales vont encore pouvoir se maintenir longtemps en droit? Ces ouvrages sont des constructions en dur. Est-ce que les dunes qui réalisent également une protection contre le risque de submersion ou la salinisation de l'eau douce sont également juridiquement protégées? Y a-t-il une obligation d'entretien de ces dunes? Alors, je dirais que la question s'est posée de manière assez tragique avec l'épisode Xynthia et l'inondation de la Faute-sur-Mer, qui a été causée par une vague de submersion liée à des digues qui n'avaient de digues en fait que le nom. C'était des talus qui avaient été faits à la fin du 19e siècle pour protéger les moutons de présalés qui allaient se nourrir dans les présalés de l'autre côté de la digue. Rien n'avait été fait malgré les demandes réitérées de l'État et des nouveaux quartiers avaient été construits en contrebas de cette prétendue digue chargée de les protéger, qui a protégé évidemment rien du tout, puisqu'il y a eu 29 morts et toute une série de maisons complètement inondées jusqu'à 2,50 m, 3 mètres de hauteur. C'était tout à fait impressionnant. Donc oui, finalement, qui a été condamné? À la fin, ça n'a été que le maire, mais aux matières pénales, mais en matière administrative, ont été reconnus responsables, pour une part, la commune garantissant le maire, le propriétaire des digues, enfin la personne chargée de les entretenir, et l'État, pour l'insuffisance de sa police, en réalité, de protection. Donc oui, les règles juridiques, elles existent. Alors maintenant, vous savez, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, il y a une règle non écrite extrêmement efficace, pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris, ben oui, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de problème, quelque part, les choses en restent plus ou moins là. Ceci étant, ce que je viens de dire doit être très nuancé, parce qu'à la suite de l'affaire de Xynthia, vous avez eu un renforcement des réglementations de PPRI, vous avez eu la mise en place des PAPI, qui sont précisément des outils de lutte contre les inondations, et puis vous avez eu des règles de construction quand même beaucoup plus rigoureuses. Mais enfin, les principes continuent à s'appliquer. Mais là, monsieur ou madame, je ne sais pas qui est l'auteur de la question, vous avez raison de la poser, c'est que qu'en est-il quand on est en face de phénomènes comme les phénomènes de dérèglement climatique, où effectivement, ces ouvrages n'ont pas été, même s'ils sont en très bon état, ne sont généralement pas conçus pour résister au phénomène qu'Alexandre a rappelé tout à l'heure. Donc, le droit est aussi en phase d'adaptation. Hein. Il est aussi en phase d'adaptation. Et il y a beaucoup de choses à penser. Vous avez eu un rapport très intéressant qui avait été fait par le sénateur Dantec il y a 4-5 ans sur justement le problème de l'adaptation
au dérèglement climatique, de l'insuffisance des assurances, par exemple, le problème des assurances. Comment est-ce qu'elles jouent? Donc, vous avez eu 2 ordonnances alors, qui sont sorties à la fin de l'année 2021, qui envisagent, par exemple, des baux précaires dans des zones qui sont à risque d'inondation, parce que le risque de submersion, il est pour 2050, par exemple. Donc, on peut continuer à vivre entre 2030 et 2050 avec un certain nombre de précautions et dans une certaine précarité. Voilà, on est dans une phase de transformation massive et donc le droit, il doit s'adapter aussi, bien sûr. Je ne sais pas, messieurs, si vous avez quelque chose à ajouter à cela. Juste pour les ordres de grandeur sur le plan technique, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est une évaluation des montées d'eau à l'horizon 2100, mais pour un scénario de fonte de calotte glaciaire qui est a priori, qui serait, on va rester modeste parce que les évaluations d'année en année sont variables, modifiées et malheureusement souvent sous-évaluées, mais pour un scénario d'augmentation de température qui a été dépassé l'année dernière. Donc, pourquoi je fais cette remarque, c'est que les évaluations à échéance 30, 40, 50, 100 ans, mais même ne serait-ce que 30 ans, qui est une durée classique de pérennité d'une construction, les évaluations qu'on fait aujourd'hui sont sujettes elles-mêmes encore à discussion, à évolution. Et pour les zones marines, enfin en bord de mer. Voilà, en bord de mer, merci Corinne. Pour les zones en bord de mer, toutes les constructions qui sont dans la tranche 0-2 mètres, on est dans la marge d'erreur de l'évaluation à échéance 2050, quoi. 2050, alors, 2100. Pour les gens qui suivent ces questions, je me permets d'attirer leur attention sur l'existence d'une cartographie du BRGM qui est très bien faite. Vous pouvez rentrer votre adresse, votre localité, votre adresse, et vous avez une évaluation, enfin, des scénarios à 0,50 m, 1 mètre, 1,50 m, 2 mètres, etc. Voir ce que vous devenez. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, j'entends que l'on voudrait inciter les investisseurs à délaisser les immeubles anciens parce que non conformes aux critères ESG. Mais que fait-on des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens en situation de fragilité? Cela ne risque-t-il pas de remettre en cause les possibilités d'accès au logement si les prêts ne s'orientent que vers les immeubles dits verts? Messieurs. Alors, Laurent. Alors en fait, il ne faut pas confondre la première catégorie là, des investisseurs professionnels immobiliers qui, eux, vont intervenir sur les segments qu'évoquait Olivier, donc vraiment l'immobilier professionnel, et puis le particulier qui se trouve, alors là, la personne qui pose la question a tout à fait raison, c'est le cas typiquement, vous savez, la personne âgée qui est dans une maison ancienne, pas du tout verte, énergétiquement une passoire, etc. Là, effectivement, on ne sait pas régler le problème. C'est que, sauf à ce que l'État intervienne massivement pour soutenir tous les particuliers qui doivent rénover, restaurer. Mais regardez, que faire, par exemple, sur un risque RGA? Là, actuellement, le particulier est abandonné. Oui. Et il doit combattre des compagnies d'assurance plusieurs années qui vont diligenter des experts indépendants, entre guillemets, mais qui en réalité sont dépendants économiquement de ces mêmes donneurs d'ordre. Et vous avez encore des mesures complètement déconnectées de la réalité. Moi, je connais un dossier où on en est encore à des mesures conservatoires après 3 ou 4 ans, et les gens sont désespérés parce que vous avez énormément de situations de ce type. Vous n'êtes pas toujours non plus armé. En fait, vous devez combattre à la fois, dans ces cas-là, votre compagnie d'assurance, à la fois combattre les désordres qui affectent votre bien, et puis trouver des ressources parce que vous avez des franchises, etc. Donc,
En fait, les gens sont effectivement abandonnés là sur des maisons qui seraient fissurées ou sur des aléas climatiques. Il n'y a pas de réponse encore pour le moment. La seule réponse, c'est l'assureur. Alors, attention quand même à une chose. Je fais juste un aparté sur ce sujet-là, qui est un sujet important, puisqu'il fait partie des 43 milliards d'euros évalués par les assureurs dont je parlais tout à l'heure. Le bâti ancien a pu très bien se comporter de manière adaptée pendant des décennies et se retrouver sujet à des pathologies parce qu'effectivement les sols ont été desséchés et ont mis en évidence des malfaçons. Donc, il y a un certain nombre de dossiers. Il y a deux problématiques. D'abord, il y a la problématique des reconnaissances de catastrophes naturelles. Aujourd'hui, seulement 50% des demandes de reconnaissance de catastrophes naturelles par les communes sont acceptées par l'État. Donc, il y a déjà 50% de pathologies qui sont exclues des CatNat juste du fait que l'arrêté n'est pas promulgué par l'État. Et le deuxième sujet, c'est que les pathologies constructives anciennes qui n'étaient pas spécialement révélées par l'évolution normale du climat vont être soulignées par une catastrophe naturelle sécheresse. Mais la catastrophe naturelle sécheresse qui se serait manifestée sur un bâti qui aurait été correctement dimensionné n'aurait pas provoqué les désordres que l'on constate à un moment donné. Et il y a beaucoup de particuliers qui se retrouvent malheureusement, pour dire vulgairement, le bec dans l'eau, parce qu'ils sont héritiers ou propriétaires de bâtis qui sont non conformes, mal foutus, et qui subissent des déformations et qui se cassent, mais qui se cassent certes avec un événement climatique, mais qui ne se seraient pas cassés s'ils avaient été correctement dimensionnés. Et les assureurs excluent, finalement à juste titre, parce que ce n'est pas eux qui sont responsables des malfaçons, excluent un certain nombre de réparations sur des situations comme celle-ci. Mais dans l'acte d'achat, pour compléter ce que vous dites, vous n'avez pas cet aléa sensibilisé auprès de l'acheteur. Non. Et ça, c'est un vrai problème parce que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ce qui constitue l'alpha et l'oméga aujourd'hui de tous ces sujets, c'est le DPE sur la performance énergétique. Oui, enfin avec Laurent, une petite astérix du juriste, c'est que si le vendeur sait qu'il y a ce risque et qu'il ne l'indique pas, c'est lésionnaire. Il y a une obligation d'information. Ah ben oui, il y a une règle générale d'information. S'il le sait pas. S'il le sait, mais quand vous regardez la campagne, comment ça se passe, il y a des gens qui vont vous dire les fissures sont là depuis Mathusalem, alors qu'en réalité c'est faux. Et puis vous avez tous les intermédiaires de la chaîne immobilière, c'est-à-dire les transacteurs, les commercialisateurs, vous voyez, il y a tout à reprendre. Eux aussi, ils peuvent engager leur responsabilité. Hein. C'est pas interdit. Oui. Les notaires en particulier, qui ont une obligation de conseil. Hein. Mais d'une manière générale, le constat que je fais de mon précaré, on va dire, géotechnique et environnemental, c'est que même si beaucoup de choses ont évolué en matière de prise en compte du sol, prise en compte des effets climatiques ou des cartographies, beaucoup de choses sont faites. La rapidité à laquelle l'évolution se fait aujourd'hui c'est vrai. Est telle qu'il y a un décalage entre les actes de vente, le périmètre technique préalable qui est exigé et la réalité des biens qui sont achetés, surtout, je parle notamment des biens en revente, quoi, hein, je ne parle pas des biens construits neufs. Bien, écoutez, nous avons dépassé notre temps. Merci, messieurs, pour ces interventions très intéressantes. Merci à nos auditeurs. Et donc, je vous donne rendez-vous, Margot, c'est dans 15 jours? Ce sera dans plus longtemps, dans 3 semaines ou un mois. On n'a pas encore la date précise. D'accord.
pour le prochain webinaire sur l'adaptation. En tout cas, merci et très belle journée. Merci à tous. Beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.